Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette dernière édition de Broadcast Time avant l'été. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Alors, émission spéciale aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du Tour de France 2015, la grande boucle qui part dans 3 jours d'Utrecht aux Pays-Bas. Fabrice, c'est un sujet que tu connais bien, on a tous les deux fait le tour. Bon, tu as 7 longueurs d'avance sur moi. Ouais, mais ça ne veut rien dire, parce que ceux qui le font parfois une fois en sortent changés à vie. Le tour, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui demande énormément de force physique pour certains, pour tenir la longueur, et énormément de technicité. Il ne faut pas oublier que le Tour de France, c'est quelque chose qui dure plusieurs semaines. Tous les jours, il y a de l'antenne. Ouais. Tous les jours, il y a de l'antenne, que ce soit radio, télé, presse écrite. Donc, il y a des choses qui sont... 3 semaines. Il y a des choses qui sont cachées derrière et souvent, on ne les voit pas. Et c'est ce qui est la partie la plus intéressante pour moi, en tout cas, c'est de montrer ce qu'il va y avoir derrière. Et il y a des sacrées choses. Alors, tu as 10 Tours de France à ton actif. Moi, j'en ai 3. Alors, on n'a pas la même expérience. Toi, tu l'as fait en tant que technicien radio. Moi, je l'ai fait en tant que journaliste et puis aussi en tant qu'organisateur, parce que je travaillais une année pour le Tour de France. Et aujourd'hui, on est chez Euromédia. Alors Euromédia, c'est un leader européen, Fabrice, un nom incontournable en zone technique sur le Tour. Aujourd'hui, on ne peut pas aller en zone technique sans tomber sur ces gens-là. Il faut savoir qu'ils viennent en nombre. Il y a du monde, humainement, et il y a du monde en termes de technique, c'est du camion. Attention, la zone technique, il ne faut pas oublier, il y a une 50aine de camions qui vont se placer, et dans la zone technique, Euromédia, ils prennent une grosse part, parce que c'est eux qui vont fournir toutes les images pour les télévisions qui sont sur place. Alors on est à Saint-Denis, en région parisienne, au nord de Paris, tout près du Stade de France. On est donc chez Euromédia et c'est vous, Bruno Gallet, qui nous recevez aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue chez Euromédia. Merci. Alors on a essayé de dire sans doute moins bien que vous ce que vous faites. C'est quoi votre métier ? Alors, notre métier, c'est ce qu'on appelle la prestation audiovisuelle, c'est-à-dire que nous fournissons les moyens techniques pour nos clients, qui peuvent être des chaînes, des organismes internationaux ou des gens de l'institutionnel, des marques en tout genre. Et donc, nous sommes là pour leur fournir des émissions, non pas clé en main, mais avec tout le service technique qui est nécessaire pour faire cette émission. Alors, en clair, si vous réussissez à voir le Tour tous les étés sur France Télé dans de très bonnes conditions, c'est en grande partie grâce à Euromédia. Alors, pendant cette demi-heure qu'on passe ici, Fabrice, on va vous montrer comment ça se passe. On va partir du cœur de la course. C'est la moto. C'est la moto parce que les coureurs sont effectivement, c'est ça, c'est le spectacle qu'on va montrer, sont les coureurs en vélo. Mais pour les montrer au plus près, la seule solution, c'est soit de pédaler derrière eux, ce qui est franchement pas facile avec une caméra, c'est d'y aller avec une moto. Et là, Euromédia sont spécialisés, faut pas oublier, c'est leur cœur de métier, la HF, d'envoyer des images sans fil. Parce que c'est bien beau de dire, on y va avec les caméras. Là, il n'y a plus de fil. Et les motos, c'est le cœur central du déplacement technique. Bruno, le Tour, c'est un événement évidemment très important pour vous, mais techniquement, c'est un défi tous les ans. Bien entendu, c'est un très très gros challenge. Et pour cela, nous faisons appel à notre département HF, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine. Il s'agit de retransmettre chaque jour pendant plus de 3 semaines 250 km de course, et ce sans interruption, sans accroc, tout en faisant vivre la retransmission. Donc c'est un sacré challenge qui s'accomplit chaque année. Voilà, le Tour qui passe par des zones parfois où les réseaux ne passent pas, qui passe par la haute montagne aussi, on va en parler. Vous évoquiez tout le dispositif HF, on en parlera dans quelques instants, Fabrice, avec Hervé Bénard, mais d'abord on va s'occuper spécifiquement des motos qui sont en train d'être préparées ici à Saint-Denis pour le départ du Tour. Et Fabrice Roche, le responsable du parc moto ici chez Euromédia, nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bon, vous aussi, vous êtes sur le pont. Dans quelques heures, le départ pour Utrecht, le Tour de France 2015. Sacré garage que vous avez à quelques mètres d'ici. Oui, Il ferait rêver pas mal d'amateurs de moto. Oui, bien sûr. Sacré garage, ce qui veut dire aussi beaucoup de travail. Parce que quand il y a beaucoup de motos, révisions à faire, ça en fait beaucoup d'un coup. Effectivement, ça en fait beaucoup. Bon, ça peut paraître peu pour
pour certains, mais bon, on va avoir 11 motos qui vont tourner sur le Tour de France, 11 motos, 5 motos images, 5 motos son qui sont dédiées à nous en particulier, plus une pour RMC, ce qui fait 11 motos. C'est beaucoup de travail de préparation, c'est beaucoup de révision avant le Tour, donc on court un peu partout. C'est l'implantation de nouveaux matériels parce qu'on développe sans arrêt des nouvelles technologies pour apporter un petit peu plus de force au reportage. Donc effectivement, il y a pas matière à s'ennuyer. Alors, ce sont des motos. Il faut d'abord dire une chose toute simple, c'est que c'est pas les mêmes motos selon le type d'événement. Là, le Tour, Oui. le Tour, c'est pas Paris-Roubaix, Fabrice. Non, c'est pas Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, il y a des pavés, donc les motos seront plus légères, plus maniables, donc on va avoir d'autres châssis. Mais là, on en a 2 derrière nous. Tu noteras qu'il y a 2 modèles différents. Alors pourquoi des modèles différents ? Alors, ça, c'est un de mes choix. Alors, au départ, nous sommes partis sur le modèle RT, BMW RT. C'était pratique pour nous dans la mesure où on pouvait demander certaines options qui nous facilitaient un petit peu la vie dans la mesure où ça nous permettait d'avoir moins de modifications à effectuer. J'en ai eu quand même énormément à faire, mais bon, on partait sur quelque chose déjà qui était déjà de base. La gendarmerie et la police roulent sur ce type de machine également. Donc elles étaient déjà protégées au niveau des ondes. Il y avait 2 batteries, il y avait un alternateur qui était plus puissant, mais insuffisamment pour nous. Donc j'ai changé les alternateurs. Mais disons, c'était une bonne base. C'était une très bonne base pour nous. Ouais. Et après, un petit peu plus tard, on s'y dit, elles sont très bien celles-ci, mais quand on est devant le peloton, en moto 2, ce qu'on appelle la moto 2, c'est la moto qui effectue le reportage devant le peloton. On n'avait pas assez de place sur la moto, c'est-à-dire que le gars, quand il est retourné, il était gêné. Voilà, il était gêné. Pour prendre ses aises, il embêtait le motard. C'est pas parti. Donc, on est parti sur l'autre moto là, qui a une selle qui est un petit peu plus grande, qui est plus pratique et qui donne plus d'espace pour évoluer sur la moto. Donc ça, c'était vraiment ce qui fait qu'on a choisi cette deuxième moto. Après, il y a encore d'autres éléments, comme la suspension pilotée qui est particulière chez BM. C'est-à-dire que tout en roulant, on peut modifier la façon dont la suspension va réagir. Un peu comme sur les bonnes voitures. Oui, parce qu'il faut donner un détail, hein, c'est que la moto ne va pas rouler pendant la course tout le temps à la même vitesse. Ils vont parfois rouler derrière ou juste devant les cyclistes à la même vitesse, hein, entre 30 et 50 km/h sur les deux. Mais quand ils sont dans les cols de montagne, il faut descendre ce qu'on appelle évacuer la zone. Et donc là, je te garantis que quand ils envoient du bois, ça peut être du 130 sur les routes de montagne. Ça descend vite. Non, mais jusqu'à 110. 110, voilà, ça prend de l'angle, ça frotte. Et là, du coup, ça va changer le pilotage. Et le pilotage, d'ailleurs, c'est un hommage qu'on peut leur donner. C'est que c'est impressionnant de les voir rouler. De toute façon, c'est moto impressionnant. et auto aussi également. Mais du coup, elle a plus grand chose d'origine là maintenant, parce que les valises, hop, on change, les côtés, on renforce. Il y a des cale-pieds, ils sont pas d'origine, ceux-là non plus. Non, les marchepieds sont particuliers. Ils sont réglables en hauteur parce que en fonction de la physionomie des caméramans. Il y a des cadreurs qui sont petits comme moi, c'est ça? Et moi aussi. Hein. Il y a des petits, il y a des grands. Mais c'est important d'être bien sur sa moto parce que c'est très important. Il y a 2 personnes dessus et il faut vraiment être le plus confort possible. Il n'y a pas de laisser pour compte. C'est-à-dire que les petits comme les grands ont la possibilité d'avoir un confort de manière égale. Fabrice, c'est quoi l'équipement technique de base d'une moto qui fait le tour? Quels sont les différents éléments qui la composent? Alors déjà, on a tout ce qui va nous permettre de communiquer ensemble, motard et caméraman. On forme un binôme. On est un binôme à part entière. On est un duo, mais inséparable, complètement. C'est-à-dire que sur le Tour de France, le réalisateur tient particulièrement à ce que les motards et caméramans soient toujours les mêmes qui sont associés. Donc on est des binômes inséparables. Ça sous-entend qu'il faut qu'on puisse se parler. Ce dont se plaignent souvent les gens du son, parce qu'ils nous entendent un petit peu parler dans le micro d'ambiance. Ça fait le charme aussi. Mais on n'a pas le choix. Il y a le caméraman, quand il a l'œil dans l'œilleton et qu'il filme, pendant ce temps-là, il ne voit pas ce qu'il y a autour. Donc à ce moment-là, confiance complètement au pilote. Voilà, c'est le motard qui lui annonce, par exemple, des curiosités qu'il peut y avoir sur la route. Je sais pas, des animaux, un truc un petit peu particulier. On lui dit, tiens, à tel endroit, à droite de la route, il y a ça, et on se place pour pouvoir intégrer dans l'image que l'on fait
Attention au micro, hein, le micro, il faut pas qu'il voyage. La particularité. Oui. Voilà, donc on est vraiment des binômes inséparables. Hein. Ouais. Donc là, les deux se parlent entre eux et maintenant, il y a aussi le relais avec le chef. Il y a le relais avec le réalisateur, c'est-à-dire qu'on a la liaison avec le réalisateur qui nous parle en permanence, qui nous demande des choses particulières s'il en veut. Le réalisateur peut, depuis le car régie à l'arrivée, parler c'est pas à chacune des motos. Il nous parle à chacun. Nous parle. Bien sûr. Oui. En donnant des instructions, bien sûr. C'est indispensable, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut techniquement pour que tout ça soit possible ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces valises, par exemple ? Dans les valises, à quoi servent les antennes ? Dites-nous. J'en rêve. Il y a des récepteurs. Il y a des récepteurs pour recevoir justement ce que nous dit le réalisateur, pour recevoir également les ordres techniques. C'est-à-dire que s'il y a un problème technique, il faut qu'on en soit informé ou qu'on puisse informer les techniciens du problème que l'on peut avoir. Donc, on a des émetteurs-récepteurs juste pour ce qui est la partie radio, c'est-à-dire qui est la partie communication, de communication. Après, il y a bien évidemment des GPS, positionnement du GPS, c'est pour que l'avion ou l'hélicoptère qui nous relaie puisse toujours être vertical des motos qu'il est. On va en parler avec Hervé dans un instant. Voilà, donc on a également des positionnements GPS, des radios, je crois qu'on a Radio Tour également. Il faut pas oublier. Qui est indispensable, c'est pour la sécurité. Hein, donc c'est la radio interne. C'est la radio interne de l'organisation du Tour. C'est que de toute façon, pour rouler dans ce qu'on appelle la caravane. Non, pas la caravane. On ne va pas se tromper avec la caravane à l'échelon course. Il faut être équipé de Radio Tour. C'est un scanner qui va permettre d'avoir une seule fréquence sur laquelle il y a toutes les instructions. C'est de dire, voilà, telle personne est en tête, telle personne est décrochée du peloton, il y a une chute, attention. Et il y a les instructions du Big Chef, du Tour de France, de chez ASO, qui va pouvoir donner des sanctions, parce qu'il y a des sanctions aussi sur le Tour. Si quelqu'un qui a fait une faute, quelque chose de dangereux ou autre, on va pouvoir appeler un numéro d'une plaque. Tout le monde a un numéro représenté sur l'échelon course pour savoir, attention, tel numéro, 545 par exemple. Il y a des sanctions, il y a des pénalités. Il y a des tout. Des sanctions, moi je dirais plutôt que ils remettent un petit peu leur pion en place. Voilà. C'est-à-dire qu'une moto, si elle est trop près, par exemple, des coureurs pour filmer, ils n'hésiteront pas à dire moto TV, prenez du champ. Voilà. Prenez du champ, ça veut dire éloignez-vous un petit peu des coureurs. Vous êtes trop près, vous allez un petit peu modifier le sens de la course. Donc du coup, on en est déjà. Alors, le pilote et le cadreur ont déjà Radio Tour. Ils ont la radio des ordres qui dit au cas où les gars, il y a une panne technique, faut qu'on vérifie votre matériel, veuillez vous ranger. Vous avez le réalisateur qui va pouvoir vous dire moi je vois que tu avances, tu recules et autres. Il y a 3, hein, et ils se parlent entre eux. 4. Ouais, ça fait 4. Et après, il y en a un qui pilote et il filme. Donc là, je peux vous dire qu'à l'arrivée, ils sont ce qu'on appelle rincés. Si vous rajoutez à ça, s'il fait 35 degrés, il y a les coups de soleil, parce qu'ils sont quand même équipés, hein, ils ont leur blouson, ils ont l'équipement minimum de sécurité, et s'il pleut, ils sont rincés littéralement par la flotte. Donc c'est pas simple. En un mot, c'est combien de temps de boulot pour vous la préparation du Tour, Fabrice ? On va pas le quantifier en termes de temps, c'est-à-dire que c'est un travail permanent. Toute l'année ? Voilà, c'est un travail permanent. Mais là, les motos, la préparation, ça commence de la course, du Tour de France en l'occurrence, là, fait qu'on se focalise davantage sur la préparation, on vérifie tous les petits détails, on fait en sorte de partir avec des motos qui soient quasiment en état de moto neuve, quasiment. On ne peut pas se permettre d'avoir le moins de problèmes sur la course. Donc les 15 jours qui précèdent le Tour de France sont assez intenses. C'est chaud. Alors on va vous laisser travailler tranquille. Merci beaucoup Fabrice. Bonne dernière ligne droite. Et on va s'intéresser dans un instant, Fabrice, à ce qui se passe une fois que les images partent de la moto. Troisième invité dans ce Broadcast Time spécial coulisses du Tour de France 2015, Fabrice. On va parler HF. Alors, Hervé Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service HF ici chez Euromédia. Donc vous êtes évidemment les mains dans le cambouis là, à quelques heures du départ du Tour. Ça veut dire quoi HF ? Alors HF déjà, il ne faut pas se méprendre. HF, c'est haute fréquence. C'est du sans fil. C'est du sans fil, exactement. C'est le son et l'image qui voyagent d'un point A à un point B. À travers les airs par des modulations de fréquence et qui bien sûr n'est pas sans fil. Alors, on vient de voir la moto, ce concentré de technologie. C'est que le point de départ finalement de l'image de la course. Bien sûr. Comment est-ce que l'image et le son voyagent à partir de la moto ?
Alors Surtout en mouvement, surtout en voilà. montagne. D'accord. La règle, c'est déjà que c'est par relais. Donc le relais principal, actuellement, maintenant, c'est des avions. C'est 2 avions. Et après, on trouve un point de réception qui réceptionne ces avions. Et de ce point de réception, les images repartent à la ligne d'arrivée. Donc c'est des relais. Ça veut dire qu'il y a 2 avions qui survolent la course en permanence. Exactement. Et donc qui essayent d'aller à l'allure des coureurs, ce qui est quand même déjà pas simple. Qui n'est pas simple. Alors comment on fait Il faut faire des 8 dans le ciel. Voilà. Il faut faire des ronds, faut faire des 8. Et évidemment, donc on peut voler 8 heures et faire 150 km. Mais du coup, on est d'accord, quand l'avion fait sa boucle au-dessus de la course pour être toujours à peu près en même temps, les motos, elles, qui suivent la course, vont être soit en avant, soit en arrière de l'avion. C'est simple à gérer, ça ? Non, là on reprend un peu le plan du réalisateur, le plan de la course. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en général dans une course ? Il y a des échappées. Ou alors, déjà en premier, toute la course est groupée. Donc là, c'est un groupe. Et oui, il y a plusieurs hypothèses de course. On a plusieurs hypothèses de course. C'est-à-dire, soit tout le peloton est groupé, ou alors on a des échappées et le peloton. Et éventuellement des coureurs en intermédiaire entre l'échappée et le peloton. Les 2 avions, c'est pour ça ou pas du Oui, tout ? c'est principalement pour ça, parce que vous pouvez avoir des écarts assez importants entre l'échappée et le peloton. On a vu déjà des 10 minutes, voilà. Donc en général, on a un avion qui est sur la tête de course. Donc on l'appelle l'avion course, c'est ça ? Oui, l'avion tête de course. Tête de course. Tête de course et l'avion peloton qui est sur le peloton, bien sûr. C'est quoi la marge d'erreur ou de tolérance ? Parce qu'en fait, il faut que les avions soient à la verticale. À la verticale, exactement. Mais bon, comme ils sont hauts, l'angle est moins important. Donc on fait des cercles de 3-4 km. Et en général, l'avion est avec les GPS, justement, grâce au GPS, il suit les motos qu'on lui dit de suivre, c'est-à-dire automatiquement, qui dit moto dit coureur, c'est-à-dire soit c'est la tête de course, soit c'est le peloton. Ouais. Donc en permanence, le car régie HF va être le lien entre les motards qui doivent eux suivre la course et aux ordres de réalisateur suivre tel ou tel coureur. Le car régie ou l'avion ? Le car HF. Le car HF, oui. Le car HF. Oui. Donc celui qui va gérer, qui est au milieu du dispositif, c'est-à-dire de On la n'en a moto. pas encore parlé du car HF. Non, mais justement, mais là, c'est les gens comme Hervé qui sont à la manœuvre, qui vont devoir dire aux avions de suivre, ou de ralentir, ou d'accélérer, ou de changer de position. Non, l'avion, de toute façon, c'est des automatismes. En général, pour que ça marche, il faut faire toujours pareil. C'est le meilleur moyen. C'est de ne pas trop changer. Donc l'avion de tête sait que il faut qu'il suive la moto 1. Et l'avion de peloton, il suit la moto 2. Si à la météo, là aujourd'hui on n'a pas de chance, il fait moins beau que d'habitude. Si la météo vient jouer les tours faites, ça se passe comment ? Ah oui, là c'est le cas classique, c'est-à-dire tous les jours on fait comme ça. Après il peut se produire des événements tels que la météo qui change, etc. Donc là effectivement c'est le car HF qui va donner les directives et en fonction de ce que dit le réalisateur aussi. Le réalisateur il dit ça m'intéresse plus en fonction de la course que ça. Et donc, ça va être répercuté à l'avion qui va suivre telle moto ou telle. Voilà, on prend des décisions. Le car HF prend des décisions avec le réalisateur. Alors, Hervé, je me permets d'interrompre les 2 techniciens. Quand on parle de ce car HF qui donne des instructions à l'avion, ça veut dire que la moto, par exemple, envoie ses coordonnées en permanence, ce qui permet à l'avion de se positionner au-dessus. Exactement, coordonnées GPS et l'avion se positionne au-dessus. Et tout ça se fait manuellement, se fait automatiquement. Comment ça c'est relié à un pilote automatique dans l'avion? Non. Le pilote a un écran avec un point qui est par exemple la moto 1. Et lui, il a également son point et il tourne autour de la moto. Donc c'est du pilotage là après. C'est du pilotage. C'est du pilotage. Alors, vous parliez d'avion en disant que c'était majoritairement de l'avion. Des hélicoptères aussi sont utilisés sur le tour. Là, on a toujours un hélicoptère relais qui est plus pour ce qu'on appelle les beauty shots, c'est-à-dire les beauty shots. C'est-à-dire les plans pour faire plaisir. Les jolis points de vue. Les jolis points de vue, ça c'est tout ce qu'on voit quand on voit les vélos qui sont dessinés sur l'ensemble de la course, tout ce qui est fait par les gens autour de la course, parce que ne pas oublier que c'est un grand spectacle. Donc il y a des belles images à faire en dehors de la course et il faut bien envoyer quelqu'un. C'est un script qui est fait par le réalisateur, disons que le réalisateur repère toutes les étapes.
Et en fonction des particularités géographiques, des particularités de monuments, etc., il fait un script et tout ça, c'est écrit. Et ça doit être réalisé. C'est un timing, il y a un conducteur de dingue sur chaque étape du tour. Voilà. Ouais. Et donc là maintenant, c'est vrai qu'il y a encore 20 ans, il n'y avait pas de script, c'était comme ça. Maintenant, c'est repéré et voilà. C'est anticipé, c'est-à-dire qu'il y a on sait à peu près à quelle vitesse vont pouvoir rouler les coureurs, donc on va anticiper s'ils vont aller vite ou moins vite, on va pouvoir faire des schémas de course différents. Et c'est vrai que ça se voit à l'image d'ailleurs, c'est qu'ils sont rarement pris en défaut à l'image, ils sont toujours sur le coup ou presque. Oui, si on parle, il y a une étape cette année qui risque d'avoir un chamboulement. Est-ce que ça peut poser un problème? L'Alpe d'Huez, on voit que la route n'est pas libre comme prévu. Ça peut poser un vrai souci. Explique-nous là, j'ai pas compris. En fait, sur le Tour de France cette année, il y a une étape qui est la dernière étape qui va être l'avant-dernière étape qui va être l'une des étapes les plus fantastiques à voir, la montée de l'Alpe d'Huez. Il y a eu un éboulement de terrain récemment, cette année, qui n'a pas pu être résorbé. La route n'est pas ouverte comme prévu. Donc il y a un changement d'itinéraire de prévu. Donc là, effectivement, par rapport au plan initial ou au repérage prévu, ça va peut-être poser quelques changements. Voilà, l'éboulement, c'est sur la route au 21 virage? Non. Faudrait préciser. Je sais pas exactement. Je pense que c'est pas. C'est avant, c'est dans l'étape. C'est avant. Ah d'accord, c'est avant d'arriver. C'est pas la montée. C'est dans l'étape. Mais c'est avant d'arriver au pied de la. Mais ça change parce qu'une route en montagne, quand on change, ne serait-ce qu'un petit détour, ça peut poser des gros problèmes. Absolument. Donc là, il y a juste un autre itinéraire possible et donc peut-être que cet itinéraire va être adopté. La montagne pose des problèmes à la HF parce qu'on n'a pas de la météo qui peut. HF, qui dit HF dans nos types de transmission en vidéo, c'est-à-dire que là c'est du point à point, c'est à vue. Donc si les deux équipements ne se voient pas, ça marche plus. Ah voilà. Ouais. Donc alors imaginons, j'ai la montagne au milieu, j'ai mon avion qui est d'un côté et la moto de l'autre, j'ai plus d'image. Ah voilà, exactement. Alors là on fait comment? C'est ça le problème. Il faut être du bon côté de la montagne. Il faut toujours être à vue. C'est déjà le principe. Et c'est là que vous faites intervenir des points relais, c'est ça? Oui, les points relais, c'est-à-dire que le point relais, c'est les repérages, justement, vous parliez des repérages. Donc les repérages, c'est en fonction de la course, trouver un site en montagne ou en plaine à partir duquel on puisse voir l'avion en permanence, sur toute la course. Alors, j'ai une question j'ai fait un début de formation de pilote d'avion. Vous parliez de 8 heures de vol. Comment vous faites voler un avion pendant 8 heures? C'est pas un 747 l'avion? Non, là c'est peut-être un peu excessif, mais sur certaines étapes, on tourne autour de 7 heures. Hein. Il y a des étapes de montagne qui dure 7 heures ou 8 Il y a une heures, étape dans les Pyrénées on ne doit pas être très loin de 7 heures. Ouais. Comment vous avez l'autonomie sur ces avions pour voler? C'est juste. À ce niveau-là, c'est juste, mais ça tient. Ils finissent en pleine heure. Ça tient. Oui. Mais bon, là, c'est une particularité, c'est une étape dans les Pyrénées. Ouais. Ouais. Autrement, c'est règle générale, on est bien à 6 heures. Ouais. Alors, vous parlez des avions, ça a évidemment beaucoup évolué, notamment depuis 20 ans. Je crois qu'il y a une nouveauté importante cette année, justement, au niveau de l'avion. Changement de confort et aussi de technologie. L'avion lui-même est pressurisé? Oui, maintenant, les avions que nous utilisons sont pressurisés. C'est-à-dire qu'ils peuvent voler à des altitudes de 6000, 7000 mètres. Voilà. Presque comme des avions de ligne, en fait. Presque comme des avions de ligne, effectivement. Avant, c'était des petits coucous? Non, c'était un gros coucou qui volait à 3500 mètres. Les techniciens, il faut leur rendre hommage, c'est un sacré boulot dedans. Hein. Et qui était non pressurisé. Il ne faut pas oublier qu'ils tournent en rond pendant toute la journée. Non pressurisé, mais... ça penche, ça penche comme ça et comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'était non pressurisé, mais c'était quand même à une altitude de peut-être... 3000, 3500 mètres, c'est pendant toute la journée. Et il fait froid, il fait froid, ouais. Bon, donc humainement, c'est aussi un sacré défi. De toute façon, c'est la plupart de ces métiers cachés de la HF, parce qu'on parle de sans fil, on a l'impression que ça arrive tout seul chez nous. Il y a du monde derrière, il y a du monde, il ne faut pas oublier. Et ça peut être épuisant. Et on n'oublie pas que c'est tous les jours. Et tous les jours, il y a des images à montrer. Ouais. Et même vous, le fameux jour de repos, pour vous, c'est pas vraiment un jour de repos. En général, il y a plusieurs centaines de kilomètres à faire, parce que le dans tour le meilleur des cas. Ne s'arrête pas. Et après une étape, c'est une autre. Et effectivement, sur le jour de repos, on peut être amené à rouler. Alors, on comprend comment les images arrivent à l'avion.
Qu'est-ce qu'elles deviennent ces images une fois qu'elles sont arrivées au niveau de l'avion? Vers où elles repartent? Donc elles repartent sur ces fameux points de réception qu'on disait en montagne ou en plaine, bien situés. Et par exemple, ça choisi... ressemble à quoi un point de réception? Un point de réception, ça peut être un petit parking, un petit emplacement. Il faut mettre 3-4 véhicules. Et voilà, on sort on sort les antennes, véhicules, 3-4 véhicules avec des antennes pour recevoir l'avion, pour recevoir les émissions qui viennent de l'avion, et après des antennes pour repartir sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que ce point doit voir à la fois les avions, il doit voir les avions en permanence sur la course, mais il doit être à vue également de la ligne d'arrivée. C'est un point relais, c'est ce que je disais, tout ça c'est que des relais. Je vais vous poser une question sans doute peut-être bête, mais quel est l'intérêt d'envoyer des images à l'avion si c'est pour les ramener au sol au niveau de la ligne d'arrivée? Toujours pareil pour faire des bonds, parce qu'il faut être à vue. Il faut être à vue. Et d'ailleurs, donc vous pouvez faire l'expérience par terre. Par exemple, vous pouvez disposer 3-4 personnes. Et pour aller d'un point à un autre, vous voyez une personne, l'autre personne voit l'autre personne, etc. Et vous contournez un obstacle. C'est le principe des signaux de fumée dans Lucky Luke, des Indiens qui sont en hauteur pour qu'on voit bien les signaux de fumée. Voilà. Alors, oui, mais il y a un détail qu'on n'a pas dit, vous l'avez évoqué comme si c'était évident, ça l'est pour vous. L'idée, c'est de ramener les images à la ligne d'arrivée. Oui, bien sûr. Nous, on imagine que les images, elles doivent arriver à Paris. Non. Parce que, excusez-moi, je pose des questions. Celui qui n'y connaît rien. Pourquoi elles doivent arriver à la ligne d'arrivée? C'est parce que le réalisateur déjà est à la ligne d'arrivée. C'est lui qui réalise, donc il switch entre toutes les caméras. Et donc la réalisation se fait à la ligne d'arrivée. Donc automatiquement, les images doivent arriver à la ligne d'arrivée. Peut-être que dans un futur, ça sera plus facile. Oui, je ne sais dans quelle bien année, peut-être que la réalisation se fera à Paris et que les images iront à Paris direct. Alors pour repérer facilement l'arrivée des images, sans voir les images, on est d'accord, c'est que la zone d'arrivée technique, qui est un petit chapiteau énorme de véhicules qui sont incroyable. Juste à la ligne d'arrivée. Et pour repérer où vont les images, il suffit de lever la tête et de chercher la grande grue. Parce qu'on va chercher le fameux d'être à vue si possible. Donc on va mettre une grue avec le point le plus haut possible, avec les petites antennes, les oreilles de Mickey rouges. Tout le monde, c'est ce qu'on les appelle les oreilles de Mickey, parce que elles sont rouges tout en haut. On les voit comme ça et ça permet de savoir que là, effectivement, vous avez quelque chose en haut d'une grue et vous avez des grands câbles qui descendent et qui arrivent au fameux car régie à chef qui va permettre de centraliser la gestion de la moto et des véhicules, camions, hélicoptères, avions, pour pouvoir récupérer toutes les images. Et on est d'accord qu'on ne passe qu'une image qui fonctionne. Oui, bien sûr. Bon, après, le but, c'est que les images fonctionnent tout le temps. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que il y a ces fameux relais par les antennes rouges de Mickey là, mais comme comme on fait une retransmission assez longue sur bien souvent 100-150 km, nous avons 2 points de réception. C'est-à-dire qu'il y a un point de réception qui revient par ces fameuses antennes rouges et il y a un point de réception qui revient par satellite également. Parce que là, bien sûr, le point est très loin de la ligne d'arrivée. Il est très loin, il est peut-être à 60. Et donc là, dans tous les cas, de toute façon, on ne pourra jamais voir la ligne d'arrivée. Donc là, ça revient par satellite. Ça veut dire que l'avion envoie... Au point de réception, toujours pareil, choisi pour voir les avions. Mais là, on est très loin de la ligne, donc on ne la verra jamais. Donc le seul moyen de faire revenir, c'est d'utiliser le satellite. Et de ce point, les images repartent par satellite pour arriver à la ligne d'arrivée. Donc, si j'ai bien compris, de l'avion, ça descend au sol, ça remonte au satellite, et ça revient à la ligne d'arrivée. Voilà, exactement. Et ça, c'est pour couvrir les premiers kilomètres, les 50 premiers kilomètres. En général, on fait, admettons qu'on fasse 130 km couverts en direct. Donc les 50 premiers sont retransmis par ce fameux point qui revient satellite et les 80 derniers sont retransmis par le point qui revient avec les antennes rouges de Mickey. C'est quoi votre plus grosse hantise sur un événement comme le Tour? Votre ennemi numéro 1, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est du direct et on ne sait pas ce qui va se passer 5 minutes après. Il peut tout se passer. Tout est en mouvement, les motos sont en mouvement, donc il peut y avoir des problèmes, des chutes. Il peut y avoir des problèmes techniques ou alors l'avion qui nous dit j'ai un problème, donc je suis obligé de me poser. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Là, de toute façon, la priorité vous est avez la un sécurité. secours, vous avez... Non, mais la priorité est la sécurité de toute façon. Donc, le direct, c'est une chose, mais la sécurité des personnes est plus importante. Donc, dans tout le cas, il faut avertir déjà le réalisateur qu'on a un problème, parce que lui, il choisit après ce qu'il doit. Et ensuite, on essaie de pallier au mieux. Il y a 2 avions, donc... Voilà. Oui, il y en a toujours un qui peut remplir. Oui, maintenant c'est comme ça. Avant c'était Après il peut y avoir des problèmes climatologiques, des problèmes d'orage. C'est ça le problème, c'est que c'est direct, ça bouge. Et on ne sait pas ce qui va se passer 5 minutes après. Quoi. Les années où on a vu de la neige, du brouillard, le brouillard c'est assez fréquent, mais de la neige sur le Tour, il y a quelques années, il y avait eu une édition historique à cause de ça. Hein. On s'en souvient, les routes bloquées, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait des intempéries au sol, et j'imagine aussi en l'air, ça vous pose évidemment davantage de problèmes ? Oui, bien sûr. Au sol, ça va être pour les motos. Et en l'air, il est évident que si il y a des conditions pas géniales au niveau du sol, en l'air, ça va être pareil. Déjà, ça va givrer, ce qu'on appelle givrer. Donc, ça dépend si l'avion passe dans des couches avec du givre, les antennes se chargent en givre et ça peut casser. Enfin bon, tout peut arriver. Tout peut arriver. Bon, Hervé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2015 du Tour ? Du soleil ? Du soleil, évidemment. Le soleil, c'est toujours mieux. Les gens sont plus détendus, tout va très bien, il y a moins de problèmes de buée, etc. Donc le soleil, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Hervé. Voilà Fabrice, on arrive à la fin de notre édition spéciale de Broadcast Time dédiée à ces coulisses techniques du Tour 2015. Toi, avec 10 ans d'expérience et d'ancienneté, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette évolution finalement technique ? Mine de rien, on se dit toujours que ça évolue techniquement parlant, ça sera plus simple. C'est jamais plus simple. On rajoute toujours une couche de risque, d'incertitude. Mais c'est vrai que c'est magique parce qu'aujourd'hui, les images qu'on voit à la télé du Tour de France sont juste magnifiques. C'est-à-dire que vous pouvez voir le zoom sur le pied du coureur sans qu'on fasse prendre de risque au coureur. Il y a des choses que l'on n'aurait jamais vues il y a quelques années. Je pense que des anciens coureurs, est-ce qu'ils aiment qu'on les voit ? Peut-être pas, mais en tout cas, pour les yeux, c'est un régal. Merci beaucoup Fabrice pour cette saison de Broadcast Time sur Watch. You're welcome. Très beau Tour de France, très bel été. À vous Euromédia, merci de votre accueil. Merci. Hervé, à vous et à toute l'équipe. Et Fabrice, nous on se dit mois de septembre. Mois de septembre chargé, on espère avec moins de vent, il y aura moins de vent, on ne sera pas dans la tempête. On espère qu'il fera meilleur qu'en cette fin juin, début juillet. Merci en tout cas de votre fidélité à Broadcast Time. Faites passer le message et on vous dit rendez-vous au mois de septembre. Ciao. Salut Fabrice, ciao.